T'es-tu déjà posé la question de comment un engin qui pèse presque 600 000 kilos réussit non seulement à quitter le sol, mais à traverser des océans entiers comme si de rien n'était? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui permet vraiment à un avion de voler. Et je te garantis qu'après ça, tu vas voir les décollages d'un œil complètement différent. Juste pour te donner une idée de l'échelle, prends l'Airbus A380. Ce mastodonte peut afficher jusqu'à 5 775 tonnes sur la balance au moment du décollage. Pour te figurer ça, c'est comme si un immeuble de plusieurs étages décidait de prendre son envol d'un seul coup. Logiquement, une masse pareille devrait rester clouée au bitume pour toujours, mais la physique, elle, a d'autres plans. Tout a commencé par un moment qui a changé l'histoire. En 1903, les frères White réussissent le tout premier vol contrôlé de l'humanité, 12 secondes en l'air. Rien de spectaculaire en apparence, mais suffisant pour démontrer que voler n'était pas une question de chance, mais de physique maîtrisée. Depuis ce jour, la course n'a plus jamais vraiment arrêté, du Boeing 747 jusqu'à l'A380, prouvant que la taille n'est pas un obstacle quand la science est bien appliquée. Alors, comment tout ce métal tient-il en l'air? Tout repose sur l'équilibre de 4 forces qui s'affrontent en permanence. D'abord le poids, la gravité qui cherche constamment à ramener l'avion vers la Terre. Ensuite, la portance, cette force que les ailes génèrent et qui tire l'avion vers le haut. Puis la poussée, produite par les réacteurs pour avancer et vaincre la résistance de l'air. Et enfin la traînée, cette résistance aérodynamique qui freine continuellement l'appareil. Un détail important que beaucoup ignorent, en croisière à vitesse stable, les moteurs ne servent pas à accélérer, ils servent uniquement à compenser la traînée. Si cet équilibre est rompu, le comportement de l'avion change immédiatement. Mais comment une aile crée-t-elle cette portance? Beaucoup pensent que tout vient de la forme de l'aile. C'est vrai en partie, mais c'est loin d'être l'histoire complète. Une aile fonctionne grâce à 2 mécanismes qui travaillent ensemble. Le premier, c'est le principe de Bernoulli. À cause de la courbure de l'aile, l'air qui passe par le dessus accélère, ce qui fait chuter la pression. L'avion est littéralement aspiré vers le haut. Le deuxième, c'est la 3e loi de Newton, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'aile n'est pas juste là pour diviser l'air en deux, elle est là pour le dévier. En s'inclinant selon ce qu'on appelle l'angle d'attaque, elle projette une quantité massive d'air vers le bas. Par réaction directe, cet air repousse l'aile vers le haut. Oublie le mythe qui dit que l'air du dessus et du dessous doit se retrouver en même temps à l'arrière de l'aile. C'est scientifiquement inexact. La portance, c'est l'art de manipuler la pression et de dévier le flux d'air avec une précision chirurgicale. C'est cette combinaison de succion et de déviation qui permet à 500 tonnes de métal de flotter dans quelque chose d'aussi léger que l'air. L'air a aussi une propriété qu'on sous-estime souvent. Il est visqueux. Grâce à ce qu'on appelle l'effet Coanda, le flux d'air ne rebondit pas sur l'aile, il s'y colle et suit sa courbure jusqu'au bout. Plus l'avion prend de la vitesse, plus ce flux devient puissant et plus l'aile peut prendre appui sur l'atmosphère comme sur une surface invisible. À basse vitesse, l'aile se transforme. Lors du décollage, une aile dans sa configuration de base ne génère pas assez de force. C'est à ce moment que l'avion change littéralement de forme. Tu as sûrement remarqué ces éléments qui s'étendent sur les ailes avant le départ. À l'arrière, les volets ou flaps, à l'avant, les becs de bord d'attaque ou slats. En se déployant, ils augmentent la surface de l'aile et accentuent sa courbure, ce qui permet de dévier beaucoup plus d'air vers le bas et de produire une portance massive même à basse vitesse. Sans ces dispositifs, un A380 aurait besoin d'une piste 2 fois plus longue pour espérer quitter le sol. La puissance derrière tout ça, les réacteurs modernes. Les avions d'aujourd'hui utilisent des turboréacteurs à double flux. Contrairement aux anciens jets, la majeure partie de la poussée ne vient pas des gaz brûlés, mais de l'énorme ventilateur à l'avant. Sur un moteur comme le Rolls-Royce Trent 900, environ 80% de la poussée provient de ce flux d'air froid qui contourne simplement le cœur du moteur. C'est une force colossale. Un seul de ces moteurs produit une poussée équivalente à la force nécessaire pour soulever 36 tonnes à la verticale. Multiplie ça par 4 et tu obtiens la puissance qui propulse cet immeuble volant à des vitesses frôlant le mur du son. Pourquoi monter aussi haut ? Une fois en l'air, l'avion grimpe vers les 10 000 mètres d'altitude. Ce n'est pas une coïncidence. À cette hauteur, l'air est beaucoup plus rare, ce qui signifie beaucoup moins de résistance. L'avion consomme nettement moins de carburant pour maintenir sa vitesse. Le froid intense de la haute atmosphère améliore aussi le rendement des réacteurs, et le vol devient plus stable, loin des turbulences qui perturbent les basses couches de l'atmosphère. Le décollage, tout se joue en quelques secondes. Sur la piste, pendant que les moteurs rugissent à pleine puissance, les pilotes surveillent 2 vitesses critiques. V1, la vitesse de décision. Une fois dépassée, le décollage devient obligatoire. Même en cas de problème, impossible de s'arrêter à temps.
VR, le moment où le pilote tire doucement sur le manche. Le nez se lève, l'angle d'attaque augmente, la portance dépasse enfin le poids de l'avion et le colosse d'air ferrant quitte la Terre. Le train d'atterrissage se rentre, les volets se rétractent et ce géant de fer devient officiellement un oiseau de ligne. La croisière, l'équilibre parfait. À 10 000 mètres, l'avion file à 900 km/h dans une atmosphère à moins 60 degrés. À l'intérieur, tu ne ressens rien de tout ça. La pressurisation et l'acclimatisation recréent une bulle de confort. Mais regarde par le hublot. Le bleu du ciel est différent. L'air est si rare qu'il diffuse à peine la lumière. Le ciel devient presque sombre aux frontières de l'espace. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'avion vit pendant le trajet. À mesure qu'il consomme son carburant, il s'allégit. Pour rester efficace, il grimpe progressivement vers des altitudes encore plus élevées où l'air est encore plus fin. Une danse constante avec la densité de l'atmosphère pour économiser chaque litre de carburant. L'atterrissage, une glissade calculée. Quand vient le moment de descendre, l'avion ne tombe pas. Les pilotes réduisent simplement la poussée et l'appareil entame une descente contrôlée, un vol plané d'une précision absolue. À l'approche de la piste, les volets se redéploient pour compenser la perte de portance due à la baisse de vitesse qui passe de 900 à 250 km/h. Le train sort, brisant l'aérodynamique parfait pour préparer le contact. Puis vient le flair, cet instant suspendu juste avant le toucher où le pilote cabre légèrement le manche pour arrondir la trajectoire et poser l'avion en douceur. Dès que les roues touchent le bitume, tout change. Les spoilers se lèvent sur les ailes pour tuer la portance et plaquer l'avion au sol. Les inverseurs de poussée et les brins transforment toute cette énergie kinétique en chaleur. En quelques secondes, le géant des airs redevient une machine terrestre. Alors, pourquoi cet avion de plusieurs centaines de tonnes ne s'effondre-t-il pas du ciel? Parce que rien n'est laissé au hasard. Chaque rivée, chaque courbe d'aile, chaque aube de réacteur est le résultat de décennies de calculs, d'erreurs et de perfectionnement. L'avion ne défie pas la gravité, il l'exploite. Il utilise la force de l'aile, la puissance des moteurs et la rigueur des mathématiques pour transformer ce qui semblait impossible en quelque chose de banal et quotidien. C'est là que réside la vraie beauté pour moi. Quand j'entends les réacteurs s'emballer au décollage, je ne vois pas seulement une machine, je vois ce que l'intelligence humaine a de meilleur à offrir. Et toi, quel moment du vol te fascine le plus? La puissance brute du décollage, la tranquillité de la croisière au-dessus des nuages ou la précision de l'atterrissage? Dis-me-le en commentaire, je les lis vraiment tous. Et si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi, la suite vaut le détour.